Monsieur l'ambassadeur, Monsieur les conseillers, ministres conseillers, Monsieur le directeur de l'IPRES, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous, car je suis un Sénégalais de l'extérieur et je suis en France depuis l'âge de 12 ans. Donc, je suis exactement dans la même catégorie que vous. Et je m'adresse à vous pour vous dire que savourer paisiblement sa retraite dans son pays d'origine auprès de siens, après des décennies de dur labeur en France, voilà le rêve de tout Africain de la diaspora, particulièrement des Sénégalais. Ce rêve tourne généralement, mais à force de constater que pour ces seniors, ce rêve tourne généralement au cauchemar, tant les écueils qui surplombent la dernière ligne droite de leur vie sont nombreux, sont contraignants et surtout, dans la diaspora sénégalaise en France, les déboires des immigrés retraités, souvent relayés par la presse, commencent à être très pris au sérieux par les autorités sénégalaises. Comme l'a dit tout à l'heure un de nos compatriotes, tous les gouvernements successifs n'ont rien fait. Les Sénégalais étaient malheureux. Je voyais des cas. Moi, j'étais, bien entendu, pas comme eux, parce que j'étais à l'UNESCO, j'étais protégé. Mais je voyais des plaintes constamment. Senghor est parti. Abdou Diouf. Et ça a été repris en 92. J'ai tout assisté. Monsieur Benjeloul, je vous connais très bien longtemps. J'étais très jeune, j'ai entendu parler de vous, un battant. Eh bien, l'initiative opportune de la CCR France de plancher sur le droit des retraités de la diaspora est vraiment à saluer au plus haut point, car c'est cette conférence des cadres qui a ouvert le débat. Je vous félicite et je voudrais quand même vous les applaudissiez. C'est dans ce sens qu'une journée de retraités de la diaspora s'était tenue le samedi 13 février à la Maison des Sciences grâce à cette CCR. Je n'étais pas là, malheureusement, j'étais invité, mais je n'étais pas là. Je serais venu. Alors, nous avons entendu des plaintes de tous nos compatriotes. Les retraités s'estimaient toujours livrés à eux-mêmes. Ils continuent d'exprimer une inquiétude qui se résumerait à la question de savoir comment retourner définitivement dans son pays après avoir passé l'essentiel de sa vie active en France. Je m'arrête là parce que ce sont des plaintes qu'il y en aurait. Mais seulement, il y a une seule chose que je dois reconnaître, c'est que Macky Sall est venu. Oui. Macky Sall est venu et a pris cette affaire en main. M. Benjeloul, vous l'avez dit. Tous les gouvernements qui se sont succédés, eh bien, ils n'ont pas réglé le problème. C'était un problème dur, c'était leur dignité qui était atteinte. Ils ont droit, eh bien, on leur a privé de leurs droits et de leur dignité. Macky Sall est venu et a ouvert ça. Et monsieur le ministre, je tiens absolument à vous remercier, car sincèrement, vous avez ouvert la voie. En vue de s'améliorer les conditions des retraités sénégalais en France, les autorités sénégalaises ont déjà entamé des démarches en vue de renégocier les conventions qui les lient. La première commission mixte prévue en mars est venue balayer la voie vers un texte plus adapté au contexte, au grand bonheur des immigrés retraités, mais aussi des immigrés qui s'acheminent vers la fatidique dernière ligne droite. Je vous remercie de votre bienveillance. J'ai une question à poser à l'IPRES. Oui, allez-y. J'ai une question importante à poser, une personnelle, à l'IPRES. Oui. N'ayant jamais travaillé au Sénégal,
C'est très important. J'ai toujours été à l'UNESCO, donc je n'ai jamais travaillé au Sénégal. Quand le président Abdoulaye Wade est venu, m'a enlevé de l'UNESCO, m'a nommé comme consul général. J'ai travaillé pendant 5 années. J'attends toujours de l'IPRES qu'on me reverse ma pension. Bravo. Je ne la demande pas. Je suis allé une fois. Le ministère des Affaires étrangères m'a orienté vers vous. Et quand je suis venu, on m'a dit, le directeur général est parti, on attend la suite. J'ai écrit à Madame Awassi Sidibé, je n'ai jamais eu de réponse. Et alors que j'ai travaillé 5 ans, j'ai versé, j'ai une pension de retraite qui est de reversement, mais voilà. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul général, je salue l'ensemble de la délégation qui vous accompagne. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir pour la première fois dans l'histoire du Sénégal de la diaspora qu'un ministre ait pris la peine de venir restituer son travail à la diaspora. C'est la première fois. Et pour cela, nous vous remercions. Il y a eu avant vous un ministre, Yerodé, qui était venu en 2001 dans le cadre de la renégociation de cette convention au niveau des allocations familiales, qui avait tenu à rencontrer la diaspora avant d'aller rencontrer la partie française. Vous avez été le deuxième ministre qui avait fait ça, quand vous nous avez rencontré le consulat général. Nous vous avions remercié à l'époque, mais nous ne savions pas aussi que vous alliez restituer ce travail. Pour cela, nous vous remercions. Je voudrais attirer l'attention sur 2 éléments importants, même 3. Les Sénégalais qui sont en France et qui travaillent cotisent au niveau des mêmes droits. Mais que dans le cadre du bénéfice de ces droits, ils ne sont pas en équité. C'est-à-dire que les Sénégalais qui sont en France, qui sont là avec leur famille, bénéficient du droit commun. Mais les Sénégalais dont les familles ne sont pas en France et qui cotisent de la même manière que les Sénégalais qui sont là avec leur famille, ne bénéficient pas du droit commun, alors que, tout à l'heure j'entendais madame qui parlait de 4 enfants, alors qu'en France, lorsqu'un Sénégalais est là avec sa femme et ses enfants, il n'y a pas de limitation d'enfants. Donc, ils cotisent les mêmes droits. Là, il y a un problème d'équité et de discrimination sur lesquels il faudra travailler pour que les Sénégalais qui vivent en France et qui travaillent en France, et quel que soit le lieu de séjour de leur famille, qu'il y ait une équité au niveau de l'accès aux droits. Ça, c'est le premier élément. Dans la phase de la négociation, nous avions attiré votre attention à l'époque sur cette question des droits non reversés, cotisés par les Sénégalais, mais qui ne sont jamais reversés sur la partie sénégalaise. Il y a une différence fondamentale entre les allocations versées à une famille sénégalaise en France et celles versées au Sénégal. La différence de cette somme d'argent, je donne un exemple bien précis. Une famille sénégalaise qui a 4 enfants en France, du niveau du SMIC, perçoit 1087 € pour 4 enfants. 1087 € pour 4 enfants. Alors que ce même Sénégalais qui a 4 enfants au Sénégal, qui cotise les mêmes droits, bénéficie à peine de 150 à 200 €. Et même pas. Donc cette différence de somme entre les Sénégalais non reversés, qu'est-ce que le gouvernement du Sénégal entend faire pour travailler sur cette différenciation-là, pour pouvoir récupérer ne serait-ce qu'une partie de cette somme du droit non reversé, pour qu'elle puisse servir au financement de l'action sociale en direction des enfants de la diaspora qui se trouvent au niveau d'autres pays. C'est une question fondamentale sur laquelle il faudra travailler. Tout à l'heure, j'ai entendu, et je terminerai par là, le consul général parler de la sensibilisation de cette convention. C'est un point important, la communication, pour que les Sénégalais accèdent à cela. Mais au nom de Dieu, à quoi servent la radio et la télévision du Sénégal? Elles servent à quoi? Sinon à informer les Sénégalais. Pourquoi le ministère du Travail, qui a fait ce travail-là, ne peut pas utiliser des spots d'information à la RTS, à la 2STV, à la TFM, dans toutes les langues nationales, pour que les diasporas qui se trouvent à l'extérieur du pays, chacun dans sa langue, puissent être informés de ce travail formidable qui a été fait. Parce que si vous vous limitez seulement aux Français et à l'accès à l'Internet, 80% des Sénégalais qui ne savent pas lire et écrire ne pourront pas accéder à l'information. Donc, il faudrait que la radio sénégalaise, la télévision sénégalaise,
puissent participer à l'information de la diaspora. Les chaînes télévisuelles sénégalaises sont très écoutées au sein de la diaspora. Il faudrait s'en servir. Est-ce qu'elle servent à quoi? Sinon à informer les Sénégalais. Donc ça, c'est par rapport à la sensibilisation, je crois que c'est le lieu le mieux indiqué pour informer les Sénégalais des avancées de cette convention et voir aussi en quoi les Sénégalais pourront effectivement donc, apporter quelque chose de contributif. Je termine, monsieur le ministre, sur la place et le rôle de la diaspora dans l'accompagnement de la partie sénégalaise dans les débats de la commission mixte. Je ne vois pas pourquoi les Maliens, quand ils viennent en France, ils se servent des experts maliens qui sont en France, qui les accompagnent. Et pourquoi la partie sénégalaise ne le fait pas? Il y a des experts sénégalais sur cette question, qui sont compétents en matière de droit administratif, droit social, droit financier. Pourquoi on nous demande de donner des informations, alors que dans les discussions, dans les débats que vous pouvez avoir au niveau de la commission mixte, ces experts-là, à côté de vous, peuvent vous apporter des informations importantes que vous n'aurez pas parce que vous n'avez pas fait appel à eux. Parce que tout ça, vous n'avez pas fait appel à eux. Et aussi, je terminerai, monsieur le ministre, que c'est important qu'à l'ambassade et au consulat général, qu'on n'attende pas seulement ces rencontres-là pour qu'on puisse travailler sur ces questions, mais que des cellules de réflexion de travail commun entre les réseaux de la diaspora et l'ambassade et le consulat puissent se retrouver pour travailler sur ces questions. Comme ça, en amont, il y a déjà un avancement sur ces questions qui vous permettrait d'avancer, qui vous permettrait donc d'avoir une information la plus complète possible sur ce qui se passe, sur ce qui se passera. Nous regrettons le seul travail qu'on peut faire avec le consulat, les agents au niveau de l'ambassade, les conseillers économiques, les conseillers juridiques, les conseillers n'ont pas de relation avec les réseaux de la diaspora. Et c'est dommage. Parce que la diaspora est productrice, socialement, économiquement, financièrement. Je termine par une revendication. Les Sénégalais qui ne vivent pas en France avec leurs femmes et leurs enfants, aujourd'hui ont un problème important avec le fisc français. Depuis maintenant 3 ans, depuis 2013, le fisc français remet en cause les statuts matrimoniaux des Sénégalais qui ne vivent pas ici avec leur famille. Parce que le Sénégalais ne vivant pas avec sa femme ici et ses enfants, parce que le monsieur est marié sous le régime de la séparation des biens, le fisc français le considère dorénavant comme un célibataire. Refuse de reconnaître qu'il est marié. Et requalifie son assiette fiscale. Et ça, c'est un gros problème. Cela signifie que demain, si le Sénégalais est devenu célibataire, cela signifie qu'il n'a plus d'ayant droit. S'il est décédé, qui va avoir sa femme et ses enfants auront-ils droit à une réversion en capital décès? Sa femme et ses enfants pourront-ils se soigner au niveau de l'assurance maladie s'il y a réciprocité entre les deux caisses? Et sinon, leur droit ici en France remis en cause, notamment au niveau de l'APL, parce que devenus seuls et imposables, ils ne vont plus bénéficier des droits d'aide publique au logement auxquels ils bénéficiaient. Donc ça, c'est une remise en cause fondamentale des problématiques des Sénégalais en France. Je crois qu'il y a un travail déjà qui est engagé sur cette question avec le consulat général, mais je crois que c'est une question qui se négocie d'État à État, parce qu'à chaque fois que nous traitons de cette question-là, le fisc français nous renvoie à la convention fiscale sénégalaise qui nous dit mot sur cette question. Donc nous souhaiterons attirer l'attention de monsieur le ministre et de l'ensemble de ceux qui sont auprès du président de la République de traiter cette question parce que ça remet en cause un certain nombre de droits des Sénégalais et notamment du droit à la famille. Des Sénégalais qui sont, pour certains, sont devenus clandestins carrément, d'autres sont devenus des sans domicile fixe parce que passent leur vie à se balader entre le Sénégal et la France. Et j'aimerais que cette commission mixte, au-delà des points qui ont abouti, qui sont très importants et qui vont régler beaucoup de problèmes que nous rencontrons, on aimerait que vous n'oubliez pas ces points fondamentaux pour la diaspora. Merci. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur les hautes personnalités, voilà. J'ai dit, messieurs les hautes personnalités, je parle ici, plutôt je me permets de parler en exhibant diverses qualités. Je crois que je parle parce que je considère que parmi la diaspora sénégalaise en France, je commence à faire partie indéniablement des doyens.
J'en parle aussi parce que j'ai une expérience multiple. J'ai le plaisir de voir l'ambassadeur. Il aurait pu être mon patron parce que j'étais 6 ans diplomate sénégalais. Et maintenant, comme vous l'avez souligné, je suis avocat. Donc j'ai plusieurs expériences et plusieurs visions des choses qui se présentent. Je ne prendrai pas l'historique de tout ce qui s'est passé. Vous avez parlé de 2001, mais avant 2001, il y a eu des tentatives de dialogue. Je ne vais pas là-dessus. Je vais essayer d'être bref. Mes préoccupations. J'étais fonctionnaire sénégalais. On a posé une question voisine, mais concernant les salariés. J'ai été 6 ans fonctionnaire ou travaillant pour l'État du Sénégal. Depuis environ 39 ans, je suis avocat. Si je cumulais le temps de travail, je devrais être à la retraite. Alors, savoir si je peux percevoir mes droits, non pas en tant que travailleur, parce que les problèmes que vous posez sont multiformes, parce qu'il y a les salariés, il y a les professions libérales, il y a un certain nombre de choses. L'IPRES, est-ce que si je dépose, moi, une demande pour ma retraite, les 6 ans passés, on me dira, monsieur, apportez, vous n'avez pas fait la déclaration en 2014, comme l'a dit, etc., alors que le gouvernement du Sénégal a mon dossier chez lui. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème me pose, est plus important pour moi. Le deuxième problème est celui-ci. Nous sommes ici, en France. Et en France, il y a un excellent, une personne assez avisée à poser problème, il y a des experts. Il y a des techniciens du droit. Il y a des professeurs de droit qui sont sénégalais. Et bien, dans l'accompagnement qui se fait, moi j'ai appris par hasard aujourd'hui qu'il y avait cette réunion. Mais ils ont leurs problèmes, ils ont leur mot à dire, parce que la sécurité sociale ne résulte pas simplement d'un problème intellectuel, mais d'un problème qu'ils abordent parfois chaque jour, parce qu'il y a des clients qui viennent poser tel problème, tel problème, tel problème. Je crois que là, il y a une expertise qui mérite d'être prise en considération, et c'est, comme on dit dans mon langage, c'est sous le bénéfice de ces observations que j'implore votre extrême indulgence. C'est ce que l'on sait. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous me permettrez, avant d'aborder les questions posées par les intervenants de la deuxième liste, une question qui avait été posée par Mme Adiaratou Dieye et que j'avais cru devoir laisser aux autorités, parce qu'il s'agissait plutôt de faire un plaidoyer sur l'utilisation frauduleuse des actes d'état civil. C'est un problème que nous vivons même au niveau de la gestion technique de nos dossiers. Elle a parlé des veuves, des épouses, 2e ou 3e rang, ou 4e rang, qui utilisent les actes d'état civil de la première. Vous dire qu'au moment de faire liquider ces droits, ces épouses ont des problèmes, parce qu'elles ont des droits personnels qu'elles ne peuvent pas faire valoir. Mais l'autre revers de la médaille, c'est qu'en cas de réversion, on a eu récemment un dossier de la CASAC Nord-Picardie. Une épouse qui était en France avait travaillé avec l'état civil de la première épouse légitime. Malheureusement, elle est décédée en France. Quand le mari est décédé, lorsque l'épouse légitime a déposé son dossier, la CASAC nous a écrit pour nous dire que cette dame-là ne peut pas déposer un dossier parce qu'elle est déjà décédée. Et la réversion de cette famille est bloquée depuis lors à cause de ce problème. Donc je pense qu'il ne faut pas aussi, parce qu'on est sénégalais, vouloir qu'on essaye de codifier des situations d'irrégularité. Je pense que c'est un plaidoyer fort à faire. Il faudrait que les gens, en tout cas, prennent des responsabilités par rapport à cela. Quand on travaille, on doit travailler avec des actes administratifs normaux. Sinon, c'est essayer de codifier des situations d'illégalité et ce n'est pas bon. Maintenant, pour en revenir aux questions posées par les intervenants de la seconde liste, je commencerai par mon doyen, cher Sadibou Diallo. Je pense qu'à mon dernier passage à Paris, je lui avais donné ma carte pour qu'il m'appelle pour son problème. Je pense qu'il a omis de le faire. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas eu sa réclamation, donc je ne peux pas aujourd'hui lui donner une réponse. Voilà. Concernant la question de M. Omar Gueye, je pense qu'à ce niveau, il y a également un problème d'information. Il n'est pas besoin pour un assuré qui a travaillé en France et au Sénégal d'aller jusqu'au Sénégal pour demander ses droits. La demande peut être faite dès que la condition d'âge pour bénéficier de la pension au Sénégal est remplie. La demande peut être faite directement au niveau de la caisse de retraite française qui va nous transmettre les formulaires de liaison.
Donc s'il avait utilisé cette procédure, il n'aurait pas eu ce problème de forclusion. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la notion de forclusion existe dans toutes les législations. Même en France, il y a un délai pour déposer son dossier. Maintenant, il y a eu des péripéties pour le dépôt de son dossier. Dans ce cas de figure, il peut saisir notre direction générale d'un recours en nous disant que je m'étais présenté, vos agents n'ont pas pris mon dossier, par ce fait, j'ai perdu des bimestres d'assurance, de pension, donc je demande à ce que ces décisions soient reconsidérées. Je pense que c'est des décisions que nous recevons et que nous traitons dans le cadre des textes et des pouvoirs et des prérogatives qui sont donnés au directeur général. Donc, qu'il nous transmette sa réclamation, on va l'examiner. Il y a M. Birahima Kamara qui a parlé de la carte retraite résident. Je pense qu'on a fait un très bon plaidoyer sur cette question et sur la question de l'unicité du domicile fiscal. Et je pense que c'est à travers les échanges que nous avons eus lors de nos différentes missions qu'on a été sensibilisés nous-mêmes sur ces questions. Et la partie française a été sensible à ces questions, mais deux problèmes se posaient. Elle n'était pas mandatée pour négocier déjà sur ces points. La deuxième chose, c'était des questions qui sont transverses, qui touchent au-delà de la question de la sécurité sociale, des questions de gestion des flux migratoires, des gestion des droits d'entrée sur les territoires. C'est pourquoi les deux parties se sont convenues, en tout cas, de reprendre les débats sur ces questions à Dakar au mois d'octobre, et en permettant également à nos deux gouvernements d'étudier à fond ces questions qui, loin d'être simples, sont très complexes. Donc, voilà ce qu'on peut dire en attendant sur ces questions. M. Daoudassi a parlé de la faiblesse des prestations familiales, mais je pense que sa question doit être articulée plutôt à l'accès à ces prestations. Je pense que ce qu'il déplore, c'est l'éloignement géographique de la structure qui doit servir la prestation des bénéficiaires. Et je pense qu'au Sénégal, nous avons fait, avec nos amis de la Caisse de sécurité sociale, beaucoup d'efforts sur le maillage territorial. Je pense que la Caisse a un réseau plus étendu que le nôtre. Même nous à l'IPRES, nous avons essayé depuis quelques temps, on a mis une agence à Matam, une agence à Podor, nous avons une agence à Mbour, nous allons à Kédougou en 2016 et nous allons continuer ce maillage géographique. À terme, l'assuré pourra, au sortir de sa maison ou de son village, pouvoir accéder à sa pension. Mais il faut aussi convenir que le maillage géographique a un coût. Les agences coûtent à peu près 300 millions. Je pense que c'est compte tenu des moyens de nos organismes que nous allons approfondir ce maillage et nous rapprocher de plus en plus de nos bénéficiaires. Pour M. Dem, je pense que c'est un plaidoyer qu'il fait. Je pense que nous sommes sensibles à ce plaidoyer. C'est des questions essentielles que nous partageons, mais pour lesquelles on n'a pas les panacees ni les solutions immédiatement. C'est des questions qui sont transverses et qui sont partagées par les deux pays. Je pense que c'est des réflexions à mener, c'est des concertations à faire. L'essentiel, c'est que ces questions ont été posées, c'est que ces questions ont été prises en charge et que ces questions sont inscrites à l'agenda des prochaines rencontres qui vont se tenir à Dakar. Je pense que la participation de tout un chacun est la bienvenue. Nous avons essayé lors de nos différents voyages de faire beaucoup de brainstorming. On a beaucoup échangé avec la diaspora parce que comme je le dis tous les jours, on ne peut pas connaître ce système mieux que vous qui le vivez. Mais on ne peut pas aussi négocier pour vous des choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Nous avons conscience de ça et le ministère nous a instruit de discuter avec vous. On va continuer à le faire. Quant à l'élargissement de la participation aux commissions mixtes, je pense qu'il revient à l'autorité d'apprécier et de dire ce qu'il en pense. Mais du point de vue échange, nous sommes tout à fait ouverts. Et aujourd'hui même, je pense que la CCR m'a envoyé un document dans ma boîte relativement à ces questions. Je pense que c'est des actions qui sont utiles et nous sommes demandeurs. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Maintenant, la dernière question posée par Maître Senghor, je ne peux pas répondre tout de suite parce qu'il dit qu'il était fonctionnaire. S'il était fonctionnaire, je ne suis pas compétent. Parce que la retraite des fonctionnaires est gérée par le Fonds national de retraite au Sénégal, non pas par l'IPRES. S'il n'était pas fonctionnaire, je pense que ses droits étant acquis, on va lui liquider ses droits s'il en fait la demande. Voilà ce que je souhaiterais apporter comme élément. Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre conseiller, Monsieur Excellence ambassadeur du Sénégal, Bassirou Sène, Messieurs les consuls, Mesdames et Messieurs, en vos titres, qualité, rang, dans le respect du protocole, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre, c'est sans jeu de mots aucun, un plaisir d'être quand même un historien de ce temps important dans les échanges entre la diaspora, échanges utiles entre la diaspora et l'administration du travail.
qui en est un peu la porte d'entrée. Je trouve que nous sommes plus en mode réception pour emprunter un langage courant dans les télécommunications, pour appréhender tous les contours des difficultés donc, qui se posent à la diaspora. Je crois qu'il y a un hiatus entre la mission de la sécurité sociale et les exigences liées à l'administration. On a tantôt parlé de documents exigés donc, dans le cadre du service de droit, donc à fournir dans le cadre du service de la retraite. C'est des éléments extrêmement importants sur lesquels effectivement il est important qu'il y ait, comme le consul l'a dit, je lui emprunte son expression, une caravane, peut-être pour dialoguer. Parce qu'on me dit le savoir-faire aussi important que le faire savoir. Je crois que quand on est détenteur d'une certaine perception donc, des choses, et que, surtout techniques, je crois qu'il est important de les partager. Et la diaspora qui n'a pas la chance de côtoyer au quotidien donc, les médias sénégalais a toujours des difficultés pour peut-être comprendre toute la dialectique qui a cours dans ces questions-là de sécurité sociale. Et il est important, monsieur le ministre, que nous puissions ensemble, je ne connais pas le mécanisme, en tout cas je n'ai pas un prêt-à-porter, mais que nous puissions ensemble imaginer des formes fréquentes de réunions d'information pour pouvoir porter la parole et pour voir au niveau des exigences bon, quels sont les services que nous pouvons rendre à cette population. Je crois que sur la question des maladies professionnelles et sur la question des prestations familiales, je crois qu'il faut saluer les avancées importantes qu'il y a eu. Et je crois que l'IPRES a toujours, à mon avis, des textes. Et je crois qu'également, les textes de l'IPRES, on gagnerait peut-être à les voir parce que malheureusement, les textes datent de 1975. Ils subissent quand même des petites évolutions. Mais je pense qu'il faut tenir compte quand même de la réalité. Parce que tout à l'heure, l'IPRES, le dossier est pris en compte lorsque le premier document est mis, est installé quand même dans les dossiers. Mais je pense que quand c'est l'original ou pas, c'est le problème que j'ai avec la caisse quand on dit les femmes et éventuellement d'un certificat de remariage. Donc il y a une perception un peu ancienne donc, des choses. Mais je pense que le rôle de la sécurité sociale, et j'englobe l'IPRES dans cela, c'est aussi de regarder le service rendu aux autres. C'est-à-dire comment essayer de croiser les préoccupations en ne laissant pas figer donc dans le cadre des balises qui ont été mises parce qu'on a exporté quand même des éléments donc, qui découlent un peu de la pratique au niveau de certains pays occidentaux qui n'ont pas la même réalité. Aujourd'hui, quand on parle de 3 enfants ou de 4 enfants pour un Sénégal, 3 enfants, 4 enfants, c'est vraiment epsilon. Ça, c'est la famille nucléaire au sens classique, alors que nous sommes habitués à des familles de 10, 15 personnes. Et c'est ça la vérité, c'est notre réalité. Il faut qu'on l'accepte. Nous sommes également habitués à la polygamie. Nous sommes obligés d'avoir des épouses. C'est ça notre réalité, c'est notre réalité sociale. Et je crois que la question est moins de savoir si nous voulons nous calquer sur la position de l'occidental que sur la manière d'héberger ces questions qui sont des questions particulières. Je crois que tant qu'on ne le fait pas, on n'est pas en phase avec nous-mêmes. Moi, je revendique en tout cas cette sénégalisation, cette tropicalisation des pratiques de sécurité sociale. Il faut que les pratiques de sécurité sociale intègrent donc la dimension humaine. Parce que vous demandez à quelqu'un là, donc l'épouse travaille avec le papier de la deuxième épouse, qu'est-ce que vous allez lui demander? Sinon de faire en sorte que, bon, il y ait une évolution administrative qui lui permet de faire prendre en charge ces questions-là. Monsieur le ministre, je crois que c'est des questions qui sont là. Et c'est des questions qui nous interrogent tous. Hein. Je pense que nous avons quand même la responsabilité de secouer la léthargie de nos paresses mentales et d'imaginer des solutions à apporter à la diaspora parce qu'on ne peut pas traiter le retraité de la diaspora de la même manière que le retraité qui est au Sénégal, qui est dans une carrière linéaire, donc comme un long fleuve tranquille. Je crois que ce n'est pas la même chose. Et je crois que tous les textes doivent peut-être, et Pape Chersek, je pense qu'il a bien compris le message. Il est important donc qu'il y ait un instrument de communication entre les partis. Je crois qu'au niveau de la Caisse de sécurité sociale également, je crois que des efforts sont consentis et nous le disons toujours dans nos délibérations au niveau des assemblées, il est important que nous puissions apporter donc aux travailleurs ou aux bénéficiaires, aux usagers, ce qui peut leur rapporter. Ce qui peut leur rapporter, c'est également la veille, c'est-à-dire l'écoute et l'attention que nous portons à leurs préoccupations. Et je crois qu'on l'a dit, on a salué donc, les initiatives que le président de la République a prises depuis 2012. Elles sont les bienvenues. Je crois que ceux qui viennent comme de temps en temps en France, souvent rencontrent des personnes, des Sénégalais qui ont des difficultés. Et je crois que notre problème, au-delà de l'ambassade qui s'en acquiert assez bien, est peut-être de veiller à ce que tout le corpus législatif sénégalais puisse héberger ces problématiques qui sont des problèmes particuliers. Monsieur le ministre, en tout cas, je suis heureux
d'avoir été un témoin de ces échanges-là. Et je dis, on a été en mode réseau dans la commission, on s'est mis en mode réception pour emprunter le langage des télécoms. Et l'intérêt, c'est que la diaspora gagne et que la diaspora soit mieux prise en compte, mieux vue, mieux comprise pour être mieux servie. Je vous remercie. Monsieur le consul, Monsieur le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale, chers compatriotes, mesdames, messieurs. En fait, je ne serai pas long. Je pense que je voudrais d'abord me féliciter de cette initiative. Parce que c'est une initiative qui permet aux autorités de la République, aux institutions, d'échanger avec les bénéficiaires. Je pense que la France, aujourd'hui, vient d'ouvrir une porte, une fenêtre qu'on va peut-être essayer ensemble de transformer en porte, et même en portail, pour qu'il y ait une communication, des échanges entre la diaspora et les institutions de sécurité sociale. Je voudrais tout d'abord féliciter notre directeur Pape Cheikh Seck, qui, à mon avis, a répondu avec pertinence à toutes les questions qui lui ont été posées. À la lumière également des interrogations et des préoccupations qui ont été soulevées, en tant qu'institution, nous nous rendons compte également qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. La sécurité sociale est un domaine assez vaste, important pour les travailleurs actuels et pour les retraités de demain. Il s'agira donc, pour ceux qui ont une convention qui est en train d'être améliorée, que nous puissions écouter les bénéficiaires et prendre en compte tout ce qu'ils pourraient soulever comme difficulté. Je pense, Monsieur le ministre, vous avez pris bonne note et je voudrais vous féliciter. Féliciter le gouvernement, les institutions pour cette belle initiative. Au-delà de la France, je pense qu'il faudrait poursuivre ces initiatives-là. La France, vous avez une convention qui est en train d'être revisitée. Dans d'autres pays, nous n'avons pas de convention, où les accords entre le Sénégal et ces pays ne se sont pas, les commissions mixtes ne sont pas tenues depuis plusieurs années. Et nous avons beaucoup de compatriotes, que ce soit en Italie, en Hollande, qui perdent beaucoup. Je pense que l'expérience que nous vivons aujourd'hui doit être partagée, vulgarisée. Maintenant, en ce qui concerne l'IPRES, je pense que l'IPRES est en train de suivre une mutation. Elle va se moderniser, elle va continuer cette mutation pour se moderniser. Et dans cette phase de modernisation, je pense que nous allons le dire au conseil d'administration, que les Sénégalais de la diaspora puissent communiquer directement. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la modernité. La modernité doit nous permettre à l'IPRES d'échanger directement en ligne avec tous ceux qui sont là, que toutes ces questions qui ont été soulevées peuvent être posées directement à la direction de l'IPRES et l'IPRES puisse y apporter des réponses. Je pense que ce qu'il faudrait faire, monsieur l'ambassadeur, vous n'aurez plus à appeler, vous pourrez poser vos questions directement et je pense qu'il devrait pouvoir vous répondre. Les gens n'ont plus le temps. Ils savent qu'il faudrait donc faire ce que le système d'information de l'IPRES soit amélioré. Et ça, je pense que nous allons pousser à la roue. C'est déjà un chantier en cours qui pourra permettre de nous aider tous, en tout cas, de régler ces genres de cas. En tout cas, bravo et félicitations à tout le monde, à l'ambassadeur et à tous ses compatriotes qui ont contribué grandement à ces réflexions. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre Mansour Sy, j'allais dire, cher ami. Monsieur le ministre conseiller Malick Gaye, Excellence ambassadeur, Excellence consul général, Excellence Diallo, Monsieur le PCA donc de la Caisse de sécurité, Monsieur le vice-PCA de l'IPRES, chers invités, à vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes, j'allais dire de la diaspora. Je suis un des vôtres parce que j'ai, tout comme vous autres, eu à travailler ici pendant des années et des années. Donc je comprends cette problématique qui est ainsi posée. Mais on ne le dira jamais assez. Je crois que c'est le lieu
est le moment de remercier tous ceux qui ont été à l'origine de cette approche, parce qu'elle est participative. Elle est qualitative. Oui, j'ai entendu certains dire qu'il y a de l'expertise sénégalaise parmi nous. Oui. Mais connaissant le ministre Mansour Sy, je suis sûr, et je peux en témoigner, de son ouverture, de son sens d'écoute, surtout de sa disponibilité. Et il sait de quoi je parle quand j'évoque ce mot disponibilité. Le président de la République, Macky Sall, a eu un jour à le féliciter personnellement de sa disponibilité. Parce que jour et nuit, M. Sy est prêt à aller répondre pour une satisfaction de la demande sociale sénégalaise. Maintenant, pour en revenir à l'essentiel, cette convention, je crois que nous sommes dans une approche dynamique, dans une démarche qui nécessite beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, mais aussi une participation sans faille de tout le monde. Parce que, reprenant simplement les deux questions, l'unicité du foyer fiscal, la carte de résident pour le retraité, ces deux questions qui sont posées et qui restent encore en exergue pour des études, j'ai entendu les uns et les autres revenir sur la manière, le fond et la forme. Oui, il faut le dire, c'est une négociation entre deux États. L'État français a ses règlements, l'État français a son droit, l'État français a son système. Nous autres, Sénégalais, nous avons aussi les nôtres. Vous l'avez bien dit, et c'est François Mitterrand qui le disait un jour, un État n'a pas d'amis, il n'a que ses intérêts. Exprimer ma profonde satisfaction pour la qualité du débat, la hauteur du débat. J'ai perçu à travers ma communauté sénégalaise ici en France des gens compétents, des gens engagés pour la survie, pour le respect de leurs droits. J'insiste sur ça, sur le respect de leurs droits. Et comme vous le savez, nous sommes gouvernés par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui dit précisément à l'article 41 que nous sommes tenus de nous conformer aux lois et règlements du pays. Donc je crois que cette question doit être absolument sue et observée. Et d'ailleurs, j'ai eu à me réjouir partout où je suis allé sur le comportement de la communauté sénégalaise. Hier seulement à Nantes, je le disais devant la maire de la commune de Nantes, je me suis réjoui du bon comportement de ma communauté qui respectait les règles et qui était considéré comme un exemple, un modèle à Nantes. Et je veux que partout où nous sommes, que nous observions cette démarche, cette attitude par rapport aux lois et règlements des lois françaises qui nous gouvernent, qui nous encadrent. Je voudrais aussi à nouveau remercier et féliciter M. le ministre et lui demander de transmettre nos félicitations si nous en avons la capacité à M. le Président de la République pour cette initiative de venir avec l'expertise sénégalaise renégocier une convention qui est un élément aujourd'hui extrêmement important dans la relation particulière qui lie le Sénégal à la France. Comme vous le savez, la France est notre premier partenaire au développement.
Aujourd'hui, la communauté sénégalaise que nous avons ici, qui est particulièrement active à tout point de vue sur le plan politique, syndical, mais aussi sur le plan économique et sur les autres aspects, montre encore que cette relation entre la France et le Sénégal est une relation au-delà des gouvernements, mais qui s'épanche aussi au niveau des populations. Et ça, c'est extrêmement important aussi de le relever et de nous en réjouir. Je voudrais donc, avec vous, vous dire que nous avons pour objectif, pour ambition aujourd'hui, de renforcer cette relation entre le Sénégal et la France. À tout point de vue, c'est l'instruction, le mandat qui nous a été donné, et en relation avec le consul général ici présent, et les autres consuls qui sont dans les autres localités, notre objectif d'abord, c'est le renforcement de cette relation. Parce que la France, sincèrement, aujourd'hui, appuie le Sénégal et est très attentive aux désirateurs du Sénégal. Et comme vous l'avez suivi à travers les restitutions, toutes les doléances qui ont été portées au cours de ces négociations ont été examinées avec beaucoup de bienveillance. Et ça prouve encore que le Sénégal la France est très proche du Sénégal et est attentive à cette doléance. Les droits économiques, sociaux et culturels, comme vous le savez, le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'est le pacte qui est le moins appliqué par rapport au pacte international sur les droits civils et politiques. Aujourd'hui, qui fait partout, on parle des droits de l'homme, mais quand on parle des droits économiques, ça bat de l'aile. Et donc, c'est une bataille constante, et c'est pourquoi j'apprécie le plaidoyer que j'ai entendu ici. Parce que c'est ça, c'est un plaidoyer constant qu'il faut mener pour la conquête de ces droits. Donc, je suis avec vous, nous sommes avec la diaspora, nous sommes attentifs à tout ce qui vous touche, et l'ambassade est ouverte. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a instruit d'aller vers la diplomatie du développement. On est sorti des salons feutrés avec cravate, cigare, pour aller directement avec la population, directement auprès de la population. Cela est vrai. Et aujourd'hui, qui demande à me rencontrer, je le reçois. Ça, c'est évident. Qui demande à rencontrer le consul est reçu aussi. Et écoutez, s'il a un projet, si je défie quiconque qu'il peut dire qu'il a demandé à me rencontrer, il ne m'a pas rencontré. Ça n'existe pas. Je suis attentif et ouvert à tout le monde. Je reçois tout le monde sans exclusive. Il n'y a pas de bord politique ou syndical. Mon bureau est ouvert les jeudis, les mardis après-midi, les mercredis après-midi. Je reçois la diaspora, je reçois la communauté. Sans exclusive. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas un syndicat. Je reçois tout le monde. Toute la communauté sénégalaise. Et ça, il faut qu'on le dise. Parce que c'est ça l'instruction que nous avons reçue de M. le Président de la République, d'aller vers la diaspora, de vous rencontrer, de vous écouter et de répondre à vos doléances, à vos besoins, autant que nos moyens nous le permettent. Nous sommes à votre disposition. Et donc je le réitère ici, celui qui a dit que l'ambassade doit s'approcher, je lui dis que l'ambassade est là aujourd'hui dans cette dynamique, de vous rencontrer, d'être à vos côtés et de travailler avec vous en parfaite intelligence. En parfaite intelligence, je dis. Donc, c'est extrêmement important. Alors, le dernier point donc, que j'avais retenu, c'est par rapport à l'information, à la sensibilisation. Je crois que le document que nous avons circulé aujourd'hui, toutes les associations, les présidents d'associations, les présidents de groupements, c'est bien effectivement que ça passe à la télé, à TFM, à RTS, mais il faut aussi qu'il y ait une appropriation interne ici. Que M. Benjeloun l'a dit, c'est extrêmement important, que le document soit à la disposition de tout le monde, qu'au niveau des associations, qu'on puisse démultiplier au niveau de tous les membres d'associations, parce que le contact est à ce niveau d'abord, avant que maintenant le consulat ou l'ambassade puisse faire le tour pour mieux expliciter le document. Et aussi, il y a un autre élément. Nous allons aller vers la commission mixte migratoire qui va avoir lieu à Dakar très bientôt, où ces deux questions en suspens
vont pouvoir être développés de manière beaucoup plus large avec notre expertise locale. Je dis encore qu'avant, vous l'avez souligné, avant que le ministre aille à cette rencontre, il avait tenu à rencontrer notre expertise locale au niveau du consulat. C'était pour recueillir les propos, parce que tout le monde ne peut pas aller siéger. La France vient avec un certain nombre, le Sénégal vient aussi avec un certain nombre. Même si nous avons une expertise importante, on ne peut que recueillir leurs doléances et aller les porter par la voie autorisée que représente celle de M. le ministre. Donc voilà, en quelques mots, encore, je voudrais vous remercier, vous féliciter pour votre pertinence, votre expertise, ce que vous avez dit, qui montre votre engagement, votre attachement à votre pays, votre citoyenneté. Et ça me touche et ça me permet encore de vous dire que l'ambassade est ouverte, c'est la maison du Sénégal. Soyez à l'aise pour venir parler avec nous. Nous avons un chef du bureau économique, nous avons un magistrat qui est là pour les questions juridiques. Donc soyez à l'aise pour venir nous rencontrer. Nous serons à votre écoute. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie, Excellence. Je voudrais donc, prenant en compte toutes ces interventions importantes, considérer avec vous qu'aujourd'hui, nous sommes en train de discuter d'une question centrale pour la diaspora. Quelques intervenants qui n'ont pas pu prendre la parole ont envoyé des questions par écrit pour savoir si cette convention concernait l'Europe ou concernait la France. Vous savez qu'en la matière, quelques-uns l'ont signalé, il y a la règle de la territorialité concernant les questions liées à la sécurité sociale des travailleurs. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'accords bilatéraux, s'il n'y a pas de convention, il n'est pas possible de pouvoir assurer cette mobilité, cette portabilité des prestations à l'étranger. C'est pourquoi le président de la République, dès 2012, nous a instruit de faire ce travail. Pour la convention en ce qui concerne la France, la convention existe, il faut un amendement pour modifier. Nous avons été en Italie, il n'y a pas de convention. Nous avons été en Espagne, il n'y a pas de convention. Nous avons été au Maroc, il n'y a pas de convention. Nous avons été dans beaucoup de pays, parce que les Sénégalais voyagent beaucoup, les conventions n'existent pas. Pour tous ces pays où les conventions n'existent pas, nous avons élaboré un avant-projet de convention et nous avons animé au niveau de ces différents pays des plateformes de discussion et d'échange avec les travailleurs pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, quand nous avons été en Italie, le secrétaire général de la CNTS, le secrétaire général de l'UNSAS nous ont mis en relation avec la confédération syndicale italienne qui est venue donc nous porter main forte en disant que c'est la première fois qu'ils voient l'État occuper la place des travailleurs pour poser leurs revendications sur cette question. Et ils nous ont accompagnés. Ça veut dire que c'est un processus continu. Au niveau de l'Afrique, nous avons signé des conventions comme la convention interprofessionnelle pour la CIPRES, qui va assurer la mobilité des travailleurs dans les espaces en Afrique. Donc le Sénégal a déjà signé la convention de la CIPRES et en 2015, nous avons ratifié cette convention. Ça veut dire que la préoccupation de M. le Président de la République de prendre en charge la situation des retraités, leurs préoccupations, et d'assurer le respect de leurs règles et de signer des conventions est une préoccupation qui constitue un axe majeur dans ce sens. Ça veut dire donc que nous sommes ici dans le cadre d'une convention entre le Sénégal et la France. En octobre 2016, vous savez que la convention mixte est une convention mixte de sécurité sociale. C'est normal quand il y a des questions qui sont abordées, qui ne sont pas seulement des questions de sécurité sociale, qu'il faut aller vers d'autres plateformes qui prennent en compte ces préoccupations. Et qu'on puisse y associer les ministères techniques qui sont concernés et qui ont donc une attribution dans ce secteur. C'est pourquoi les deux questions sur l'unicité du foyer fiscal et sur la carte de résident pour les retraités, ces deux questions seront abordées à Dakar.
Mais ce travail, c'est la préparer en amont. Ça veut dire qu'en amont, on ne va pas associer seulement la diaspora pour nous accompagner dans les négociations. Vous allez venir élaborer avec nous, avec les techniciens, avec les spécialistes de ces questions, pour discuter ensemble. Et je pense que dans le sens de l'élaboration de l'arrangement administratif qu'on va faire, on va vous inviter pour que vous veniez participer aux travaux d'élaboration. Après l'arrangement proposé, on vous le soumettra au niveau de l'ambassade, au niveau du consulat, pour que les associations concernées puissent partager et nous faire revenir leur point de vue et leur amendement pour qu'on puisse les intégrer. Ça veut dire qu'on va avoir une démarche totalement participative où on aura bien sûr la possibilité de pouvoir au maximum bénéficier de votre expertise. Je pense que ça, c'est ce que le président de la République veut. C'est pourquoi, dès le départ, il nous a demandé de ne pas initier une initiative sans que cela fasse l'objet de discussions. Que même ceux qui ont vu venir, pas seulement les experts, mais ceux qui vivent les problèmes, qu'ils puissent venir et donner leur point de vue sur la question. Je pense que là, on va poursuivre cela. Et je pense que M. le Consul, quand il recevra le projet d'arrangement, va partager avec les associations. Et comme on l'a fait pour l'avenant qu'on a envoyé à la partie française, on recevra vos amendements et au moins de l'intégrer. Si vous avez un ou deux experts, ils viendront participer aux travaux d'intégration parce que c'est là-bas où on fait l'argumentaire, c'est là-bas où on prépare le travail technique. Et ça, je pense que là, comme vous avez cette grande expertise dans cette question, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on va bientôt exploiter ça pour vous inviter dans ce travail qu'on va faire. Le deuxième niveau, c'est que, comme vous le savez, il y a une multiplication de beaucoup d'instruments juridiques internationaux, multilatéraux, régionaux qui parlent des problèmes des travailleurs migrants. La règle que j'ai signalée tout à l'heure, qui est la règle de la territorialité qui constitue toujours un obstacle. Ça veut dire qu'il faut discuter, qu'il faut négocier. Pour discuter et pour négocier, il faut avoir toutes les chances de son côté. Je pense que le premier atout que nous avons, et qui est extrêmement important, c'est que le président de la République est convaincu que la question qui concerne les émigrés doit être traitée parmi les questions prioritaires. Vous savez, quand M. le Président de la République, François Hollande, est venu à Dakar, c'est là-bas où on a débloqué la question de la nécessité d'avancer sur ce qui concerne l'avenant que nous sommes en train aujourd'hui de signer. Parce qu'à chaque fois, vous savez que ça passe par la voie diplomatique. Moi-même, je ne devrais pas aujourd'hui être ici, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui m'a donné des pouvoirs, ces pouvoirs, pour que je puisse venir ici diriger cette délégation. Sinon, c'est un pouvoir propre du ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui signe même les avenants, les conventions. C'est son pouvoir propre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de concertation en amont et toutes les questions transversales seront réétudiées. Et je pense que, comme c'est octobre 2016, on va aller pour rediscuter des questions. Mais il faut savoir que le monde évolue et que donc à chaque fois des questions nouvelles vont apparaître, des besoins nouveaux vont apparaître. Mais à partir du moment où nous avons des mécanismes qui nous permettent de pouvoir nous arrêter, en discuter, nous arrivons toujours à trouver les meilleures solutions. Et je pense que la participation des intéressés joue un rôle important dans ce cadre-là. Nous avons signé un procès verbal qui donne des avancées majeures. Je pense que tous les intervenants l'ont dit. Ce n'est pas la peine de faire la fine bouche. Nous venons de très loin sur ces questions. Il faut donc qu'on puisse mesurer tout cela et comparer notre convention aux conventions existantes. Parce que s'il y a eu une grande mobilisation au départ, c'est parce qu'on a noté au départ qu'il y avait un grand décalage entre des conventions existantes, entre la France et d'autres pays, et que ces conventions, on les considérait comme des conventions en avance par rapport à la convention qu'on avait signée. C'est vrai, 1974. Je pense que si nous avons pu avancer, c'est parce que tout le monde en a fait son affaire. D'abord la diaspora, en élaborant un mémorandum que vous avez tous partagé et que vous avez remis au président de la République. Ensuite, toutes
les associations qui se sont investies. Je pense à la convergence des cadres que j'ai suivie. J'ai eu la chance de participer à une de leurs activités, une ou deux de leurs activités, et me faire représenter à l'autre. Parce que c'est le président de la République lui-même qui, recevant votre invitation, et notant avec satisfaction que c'était une invitation ouverte à toute la diaspora, a demandé à monsieur le ministre des Affaires étrangères de me contacter pour que je vienne présider ces débats. Parce qu'il savait qu'il y avait un travail technique important à ce niveau qu'il fallait faire. Je voulais donc préciser ça pour renouveler mes félicitations à la diaspora. J'ai vu Mariama tout à l'heure, j'ai voulu la débaucher, elle est efficace. Elle avait bien préparé cette rencontre, que j'ai beaucoup appréciée. Et je pense que... Voilà. Je pense que c'est cela qui est important parce que ça rencontre aussi les préoccupations d'autres secteurs. Il faut aller vers cette convergence, il faut aller vers cette efficacité, et ce qui nous permet de pouvoir avancer. C'est pourquoi je dis que dans la phase de partage et dans la phase de vulgarisation, on va utiliser, faire la synergie de toutes ces compétences que nous avons identifiées. On a proposé qu'il y ait des émissions à la radio, à la télé, qu'il y ait des discussions à l'intérieur du pays, qu'il y ait un accompagnement du ministère du Travail sur les questions techniques. Je pense que tout cela peut se faire en même temps. Ça veut dire que nous allons ensemble essayer d'arriver à avoir un agenda de mise en œuvre. Et je pense que l'agenda de mise en œuvre qui sera pris en charge au niveau du consulat général, une fois notifié, nous permettra de pouvoir vous accompagner. La Caisse de sécurité sociale a toujours été disponible pour envoyer des représentants participer à ce travail de discussion et d'information, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont des questions techniques. L'IPRES aussi est là. Et je pense que leur présence ouvre de nouvelles perspectives. Et je pense que si c'est un travail élaboré et préparé, on pourra participer à cela. Maintenant, il reste qu'au niveau national, on verra quelles sont les émissions interactives que nous pourrons utiliser pour avancer. Et comme déjà au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons une interprétation simultanée pour les langues nationales, on verra comment on va utiliser ce processus pour qu'après on puisse vulgariser dans toutes les langues nationales pour que la diaspora en soit informée et que les procédures soient vulgarisées au maximum. Il y a maintenant le fait que nous avons retenu à ce titre de mettre en œuvre plusieurs initiatives pour dire que les questions ne sont pas toutes vidées. C'est vrai. Les questions que vous avez abordées dans le mémorandum même ne sont pas toutes vidées. Mais nous avons mis en place des mécanismes et nous avons en face des partenaires ouverts et disponibles. Je voulais dire que la partie française, à l'occasion des négociations, a montré beaucoup d'ouverture, toute l'ouverture nécessaire et toute l'attention nécessaire pour que notre convention soit une convention qui soit axée sur ce qui se fait de mieux dans le secteur des conventions bilatérales. Et c'est pourquoi même ils ont proposé qu'en direction de la commission d'octobre, si on veut même aller dans le sens de réécrire la convention, ils sont ouverts. Je pense qu'on a pris bonne note de la disponibilité de la diaspora. On va les convoquer à cette rencontre, ils se feront représenter pour qu'on essaie de voir comment on veut travailler dans ce sens. Même s'ils ne peuvent pas voyager, on va utiliser les technologies modernes pour essayer de travailler et d'organiser cela. Ils resteront chez eux, nous serons à Dakar, mais on aura des mécanismes qui vont nous permettre d'échanger et de trouver les solutions les meilleures. Je pense que ça, on va retenir ça et on va donc poursuivre les travaux pour avancer. Il y a maintenant une situation importante, parce qu'assez souvent, chaque fois qu'on est engagé dans l'action, surtout dans la phase actuelle, on a besoin d'avoir des livrables. Je pense que M. le ministre est là. Personnellement, j'ai signé une convention de performance avec le Premier ministre sur les projets que je me suis engagé de mettre en œuvre et dont les financements sont disponibles. Et moi-même, j'ai signé une convention de performance avec M. le directeur général du travail sur la question.
Et je vais signer une convention de performance avec les organismes sous tutelle, donc avec l'IPRES, avec la Caisse. Parce qu'on est dans un monde de culture des résultats. Et cette nouvelle approche, elle est importante. Parce que c'est cela qui va nous permettre de mesurer à chaque instant où est-ce que nous en sommes sur les engagements que nous avons pris. Et ça, si c'est possible, c'est parce que régulièrement, dans nos rencontres avec le président, chacun des ministres est obligé de donner la liste de ses livrables et de dire pour les questions sur lesquelles il n'a pas avancé, pourquoi il n'a pas avancé. Et pour que les mesures soient prises en compte. Donc si nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est convaincu qu'on doit donner à la diaspora toute sa place et qui, dans les initiatives qu'il développe, à chaque fois donne des instructions aux différents membres du gouvernement, je pense que si on se réunit aujourd'hui pour évaluer ce niveau d'atteinte importante des résultats, je pense que je peux dire avec vous, félicitations, si on peut le dire, à M. le Président de la République, ou en tout cas nos remerciements pour son engagement ferme, sa vision, et surtout pour sa décision de faire avancer les questions. Parce que chaque fois que nous, au ministère du Travail, nous avons des difficultés avec la France, c'est lui-même qui appelle son homologue pour parler avec lui, pour qu'on puisse avancer dans le secteur. Et ça, c'est un atout de taille dans la situation actuelle qui devrait nous permettre de faire de nouvelles enjambées. Maintenant, nous avons vraiment fait le tour de la question et engagé la discussion. Les avancées sont importantes. Peut-être que dans les débats qu'on va faire, on va revenir point par point pour essayer de vulgariser et de dire en quoi tel point constitue une avancée. Et qu'est-ce qui va être la posture de chacune des structures? Et qu'est-ce que chaque travailleur ou chaque ayant droit ou chaque retraité va en tirer? Et ça fera l'objet de discussions et d'animations dans les structures. Et à ce titre, le président nous a demandé d'y participer. Et il nous a demandé de saisir les institutions qui sont l'IPRES et la Caisse, qui ont une autonomie de gestion, pour leur demander de nous accompagner dans ce processus de discussion. Ça veut dire que les demandes que vous avez faites dans ce sens seront prises en compte. Tout ce que vous avez posé comme problème nouveau, ou bien comme problème qui peut aboutir à un dysfonctionnement quelconque, je pense que la période est ouverte, vous pouvez nous faire parvenir une note. On en prendra déjà compte dans le projet d'arrangement administratif pour la mise en œuvre. Vous pouvez nous faire parvenir, on vous donnera tantôt les références, un mail, ou bien vous pouvez, monsieur le consul général, à votre niveau, centraliser les préoccupations des travailleurs et nous les formuler comme on le faisait, pour nous permettre qu'on puisse en tenir compte avant de préparer le projet d'avenant administratif pour la mise en œuvre. C'est ça qui nous permettra d'éviter tout ce qui est circuit. Maintenant, tout ce qui est contact qui n'a pas pu se faire, parce que nous n'ayons pas eu le temps d'un côté comme de l'autre, je pense comme le représentant de l'IPRES est là, M. Diallo, je pense qu'il faut le contacter et c'est plus direct. Et là, vous pourrez vous discuter. Je pense que c'est une discussion directe qui permettra de prendre les choses en main et de trouver des réponses. Voilà moi ce que je voulais dire ici pour dire remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour sa disponibilité. J'avoue que je l'ai trouvé plusieurs fois à Genève, dans des délégations importantes, parce que vous savez, Genève, c'est en fait une délégation importante où nous avons les travailleurs d'un côté, les employeurs, les gouvernements, mais partout où nous sommes passés, y compris aujourd'hui, il a toujours montré sa disponibilité et sa générosité pour nous accompagner. Je l'ai entendu dire que sa porte est ouverte. Je sais que votre porte est ouverte parce que quel que soit le temps, quelles que soient les disponibilités, quels que soient les problèmes, vous avez toujours montré votre disponibilité pour nous accompagner. Et je pense que ce matin, les Sérères qui étaient avec moi, il y en avait un seul malheureusement, mais il a eu plus d'appétit que moi. Vous comprenez, les Sérères, ils sont comme ça. Mais lui, il n'était pas ça parce que lui, c'était notre hôte. Excusez-moi, monsieur le ministre. Voilà, je vous remercie de votre attention.